va changer de plan pour commencer la lecture. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes. Mon amour, puisque tu m'aimes, les déesses réunissent ceux qui s'aiment. Édith Piaf, d'après l'hymne à l'amour. Créer, comprendre et transcender. Fragment 0. Je connais votre secret. Souhaitez-vous l'entendre? Cette vérité tapie au creux des ombres, nichée dans le pli soucieux de votre front, scellée entre les lignes des bouches affamées de confession, plus lourde sur votre langue que 1000 mots avoués. Vous me possédez, mais je ne vous appartiens pas. Je vous protège et vous expose tout à la fois. Plus discrète que le froissement d'ailes d'un papillon, je nais dans un silence partagé, un geste retenu, des paroles ravalées, immuable, invisible. Je me faufile dans les fourrés clandestins, serpentant dans l'obscurité épaisse des confidences. Depuis l'aube des temps, j'habite l'espace entre vos mensonges. Je me loge derrière vos paupières abaissées. J'explore vos dessous et vos travers. J'erre dans les dédales de votre esprit, m'immisçant dans les interstices du réel, là où la matérialité se retire pour laisser place à l'infini. Puissante comme une tour en acier, fragile telle la brume déchiquetée d'un matin d'automne, je façonne vos destins et les dispose dans un coffre pour en occulter l'éclat. Dans mon jardin, interdit au jour, les fleurs nocturnes s'épanouissent, là où vos yeux bandés par les ténèbres ne s'attardent jamais. Je suis sans nom, sans forme, sans temporalité, mais vous portez le poids de mon existence, aussi pesante que des pierres précieuses autour d'une nuque gracile. Sans le savoir, vous marchez sur mes pas, en abandonnant des brides d'avenir suspendues, des morceaux de passé oubliés, des énigmes sans réponse, des éclaboussures de déshonneur et des débris d'humiliation. Avec une terrible patience, j'attends, enfoui comme un trésor sous le sable, mais souvent vous fossoyez avec
conscience ultime. Jalousement je la garde, et pour vous éviter l'annihilation, je m'efface de votre réalité. Entre mes mains, je détiens le trousseau doré de l'univers et toutes ses clés. Savoir, connaissance, création, dissolution. Si l'opportunité s'offrait à vous, oseriez-vous ouvrir toutes ces portes, les franchir? Sur ces seuils de l'omniscience vivent et meurent les étoiles, avec leur divine lumière, flammes vacillantes dans le rien cosmique. Je tisse des constellations secrètes, esquisse des cartes célestes lisibles par les seuls cœurs attentifs. Vous autres prenez garde, les portes claquent, coinçant les doigts avides de sagesse, d'expérience, d'érudition. Ce que vous refusez de dire, d'entendre ou de voir demeure en moi, hors d'atteinte. Toutefois, ce que vous profanez, je le murmure à l'oreille du néant, pour qu'il vous traque. Alors, pauvres âmes dénoncées, préparez-vous à fuir dans le labyrinthe de la faim. De ses doigts doux et cruels, il cueillera vos fleurs les plus rares, celles qui éclosent sous la rosée évanescente des matins cauchemardesques. Puis il vous dépouillera de tous vos masques, jusqu'à égorger votre peau à vif. N'oubliez pas, le silence ne s'offre pas, il s'achète, relique interdite, dissimulée, là où nul ne pourra l'atteindre, inaccessible, sauf par les mystères d'un autre monde, un monde où rien ne subsistait, hormis l'haleine glacée du vide. Et peut-être qu'un jour, dans un instant de faiblesse ou de grâce, l'un de ces mystères se laissera entrevoir, telle une étoile filante dans la nuit, rapide, éphémère, mais capable de changer le cours d'une vie, ou même plusieurs. Laissez-moi porter ce qui vous ronge, ce qui scintille dans l'obscurité de vos pensées, car tant qu'il y aura des secrets à préserver, je resterai immuable et intemporel dans l'ombre de vos vérités cachées. Sortez-moi de l'invisible, ôtez mon voile d'or. En retour, je vous fais la promesse de votre éternité. Chapitre 1. Par le néant et toutes les fichues déesses de l'univers, Diana jeta un œil à la montagne indécente de dossiers en cours, entassés de chaque côté de son bureau. Encore un ou deux ajouts à cet acabit, et toutes ces tourelles de papier et de problèmes finiraient par rejoindre le plafond imprégné de crasse. Exaspérée, la jeune femme s'avachit sur son inconfortable chaise et exhala un profond soupir qu'elle regretta dans l'instant. La poussière lui râpa les poumons. L'odeur du tabac froid adjoignit à son malheur et agressa ses narines avec la violence d'un coup de poing dans le nez. Son pauvre bouquet de lys blanc en décomposition, privé comme elle de lumière, ne risquait pas de masquer ses relents âcres et fétides qui n'étaient pas sans lui rappeler l'haleine de certains de ses collègues le matin. Diana grinça des dents. Elle ne pouvait même pas s'indigner en paix. S'il fallait piocher parmi une liste de contraintes climatiques, elle se serait volontiers accommodée d'un
plus la chaleur, comme un fruit trop mûr tombé dans un champ. Et elle, pauvre poire, rôtissait à mesure que la journée progressait, sous le tic-tac exaspérant d'une vieille horloge parlante de mauvais goût, dont les aiguilles, de toute évidence, reculaient au lieu d'avancer. Lorsqu'on avait indiqué à Diana son nouveau bureau, aucune plainte ni protestation n'avait, pour une fois, osé franchir la muraille resserrée de ses dents, du moins pas avant que la porte ne claque derrière Siobhan, une des secrétaires, emportant dans son sillage ses pouces en l'air encourageants et son sourire d'un rouge criard, empreint d'une sincère compassion. Mais une fois le fracas de ses talons étouffé par l'affreux tapis saumon du couloir, plus personne n'avait pu empêcher Diana de grommeler des noms d'oiseaux si inventifs qu'ils auraient pu finir sans mal dans une revue d'ornithologie. Pas une âme ne risquait de l'entendre dans les confins de ce territoire hostile, un caveau pour archives, mais aussi pour sa seconde carrière, déserté par le reste du personnel. Alors pourquoi se priver de grossièreté, à l'inverse de son dernier café, en partie absorbé par le chemisier de Siobhan à la suite de l'annonce de sa mise au rébut? Un malencontreux incident, rien de plus. Ses insultes n'éclaboussaient plus que sa propre colère et sa jauge karmatique. Et Diana savait mieux que quiconque le danger et la douleur de garder sa langue pleine d'échardes. Dépitée, la jeune femme jeta un coup d'œil circulaire à la pièce, dépourvue du moindre ajour. Seulement éclairée par la clarté louche, un peu verdâtre, de sa lampe à chaînette, le lieu était plus déprimant qu'une carcasse de poulet évidée, ramassis de vieux cartons, étagères en fer dégarnies, ampoules dénudées, stocks poussiéreux de rouleaux encreurs, caisses remplies de composants détachés et dépouilles de quelques meubles bons pour la décharge. Diana touchait le fond dans tous les sens du terme. Chaque matin, l'ascenseur rouillé et grinçant la menait au moins 7, et chaque soir, à des heures indécentes, la remontait à la surface sans qu'elle ait eu la moindre interaction sociale ou la vision d'un morceau de ciel. Son déjeuner, Diana le partageait avec une souris très amicale, baptisée Lady Beth, au pelage roux troué par endroits. 2 jours après son emménagement dans ce débarras sordide, la jeune femme l'avait sauvée de l'agressivité et du comportement territorial de 2 gros mâles répugnants. Une expérience commune qui les avait sitôt rapprochés. Nouer des
nauséabonde en face d'elle. Un premier tableau investissait tout un pan. Envahi d'un fouillis organisé, il réunissait des coupures de journaux, des notes manuscrites, des portraits griffonnés au fusain, des organigrammes, le tout relié par des fils rouges entourés autour de punaises. Juste à côté, épinglées en pyramide sur un panneau en liège, des photographies sépia arrachèrent une grimace de dégoût à Diana. Dessus, des hommes souriaient. À vrai dire, leurs dents, parfois de traviole, souvent tachées par la cigarette, prenaient bien trop de place sur leur visage. Classé tout en haut du tableau des employés du mois, Archer Larkins la toisait de ses petits yeux fendus. Pour rendre hommage à son arrogance légendaire, il pompait le torse en une posture qu'il estimait sans doute dominante. « Toi, ne me regarde pas comme ça, » pesta Diana, le nez plissé comme incommodé par un éternuement coincé. Si la modestie devait emprunter un visage, ce ne serait définitivement pas celui d'Archer. Cet homme n'avait pas le tiers du talent qu'il s'imaginait avoir. L'envie irrésistible de l'étrangler avec sa cravate hideuse démangea Diana. Son avis le concernant touchait des profondeurs abyssales à tel point que si les cheveux de ce vantard invétéré prenaient feu, elle ne lui urinerait même pas sur la tête. Devoir supporter sa sale bobine tous les jours que les déesses faisaient doublait d'autant plus sa punition, et inutile d'espérer retirer ses photos ou de les déchiqueter. Chaque matin, elle réapparaissait comme par magie. À la suite d'une étonnante promotion, ce bougre d'Archer occupait dorénavant une magnifique pièce au 6e étage, pourvue d'un panorama à couper le souffle et meublé d'un bureau en noyer. L'un de ces tiroirs, Diana avait bien évidemment fouillé partout, était approvisionné d'une sélection de stylos alignés comme des instruments chirurgicaux. Et était-il nécessaire de mentionner son siège en cuir tout neuf, digne d'un trône? Le dos de Diana, en phase de sénilité avancée, se passerait bien de cet injuste rappel. Machinet écrire de compétition, plaque dorée à son nom, et même agrafeuse en état de marche. Ici, les privilèges n'étaient pas des créatures timides, mais tapageuses, attendant la moindre occasion pour se pavaner. Il n'en fallait pas moins pour contenir ton complexe de supériorité, grommela Diana dans sa barbe. Lady Beth Quina, comme pour attester son propos, au moins la solidarité féminine relevait un peu le niveau. Depuis plusieurs mois, Diana, elle, occupait l'avant-dernière place sur ce tableau de malheur, mais seulement parce qu'elle avait grappillé une position grâce à l'infortune de Fergus Macmillan. Le pauvre s'était cassé les 2 bras lors d'une de ses missions, centrée sur un athlète de haut niveau. Mais sans aller trop loin dans la médisance, déjà, même privé de l'usage de ses membres supérieurs, Fergus avait les facultés cognitives d'un pot en terre cuite. À défaut de pouvoir soupirer à sa guise, Diana gonfla ses joues. Méritait-elle cette rétrogradation au fin fond des sous-sols? Peut-être bien. Elle était loin de l'employé modèle. L'admettre ajoutait une part cuisante à son humiliation, qu'elle
estimé inutile, surtout après la dernière convocation directoriale et la sentence sans appel du grand patron. Insubordination, mise en danger d'autrui, incompétence notoire, taux de réussite historiquement bas, non-respect des lois, tentative d'insurrection pour motif extravagant et déraisonnable, prendre la défense des plantes de bureaux délaissées par des collègues irresponsables et porter secours aux ficus, misère et succulente assoiffée pendant les vacances d'été ne constituait pas le moins du monde pour Diana un motif extravagant et déraisonnable. À l'avenir, Mac Brown, référez-vous à la brochure A7, article 25, paragraphe 9, alinéa 1, parodia-t-elle avec une affreuse voix nasillarde, le doigt pointé vers un accusé invisible. Faites preuve d'initiative, Mac Brown, pas d'inconscience. Diana se massa les tempes, mais cette méthode ne suffit pas à éloigner sa migraine. Pour plus d'effet, son front rejoignit le rebord du bureau et dans un bruit sourd claqua le bois à 3 reprises. La lampe à proximité